Bonsoir à tous, bonsoir Félicité Herzog. Vous publiez une brève libération chez Stock, où, on va dire, vous vous attachez à la figure de votre mère. Ma première question, c'est, lorsqu'il y a 10 ans, vous écriviez la figure de votre père, est-ce que déjà vous aviez envie et vous saviez qu'un jour vous alliez écrire sur votre mère, sur la jeunesse de votre mère? Et ensuite sur mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes cousines. Ils sont là à chaque fois. Non, mais d'abord, merci beaucoup de m'accueillir dans votre magnifique librairie. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai quand même écrit un autre roman depuis 10 ans. Oui. Qui s'appelle Gratis, qui est une dystopie dans le monde économique auquel personne n'a rien compris, mais comme quoi je peux quand même sortir de la communauté familiale, j'en suis capable. Non, franchement, je n'avais aucune idée de ce roman que vous avez entre les mains. Et c'est en fait assez étrange même, parce que c'est une histoire extraordinairement romanesque dans laquelle j'ai grandi. D'ailleurs, il y a quelques personnes dans cette salle qui avaient entendu toujours parler de cette histoire d'amour impossible qui datait d'après la guerre et de la... donc l'héroïne est Marie-Pierre, c'est ma mère. Elle est enlevée, entre guillemets, par l'homme qu'elle aime, et qui s'appelle Louis-Simon Nora. Et donc cette histoire était une sorte de légende. Et comme toutes les légendes qui sont dans toutes les familles, qui sont évidentes, qui sont un peu comme des éléphants dans la pièce, comme disent les anglo-saxons, on ne les voit plus. Et il y a quelques années, je racontais cette histoire à un ami, et on parlait de nos familles respectives, et je me suis dit, mais enfin, c'est quand même une histoire stupéfiante, et il faut absolument la raconter, et au fond, qui est en mesure de la raconter aujourd'hui? Parce qu'il faut à la fois connaître les personnages, certains lieux qui sont mythiques, comme l'hôtel particulier du 36 Cours Albert Ier, les personnages, les parents de Marie-Pierre, qui étaient respectivement à l'époque duc et duchesse de Pouissac, et puis ensuite les protagonistes, donc Marie-Pierre, qui avait 15 ans en 1940, et puis Simon, qui lui avait 19 ans en 40. Et donc, comme je les ai connus évidemment très bien l'un et l'autre, Simon Nora beaucoup plus tard, j'ai pris la décision de rentrer dans cette histoire, de la développer, de la reconstituer. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que ma mère m'a transmis son journal qu'elle tenait depuis 1942. Alors évidemment, l'état de ces cahiers de 1942-43 est un petit peu fragile. Votre mère qui est toujours vivante. Voilà, qui est toujours vivante. C'est important. Elle va avoir 97 ans en novembre, et elle était ravie que je raconte cette histoire. Son histoire, c'est son histoire. Mais pour la raconter, il a fallu que, à la fois, je rentre dans le Paris de l'occupation, que je ne connaissais pas très très bien. Il y a des historiens dans cette pièce qui sont beaucoup plus à même de décrire Paris sous l'occupation. Moi, je le connaissais comme toute étudiante qui a fait Sciences Po, mais pas plus que ça. La collaboration avec Otto Abetz, la vie artistique, la vie mondaine, le fait que Paris continuait à vivre. Il y avait des courses à Longchamp, des défilés de mode, énormément de manifestations mondaines. Et tout ça a été évidemment encouragé par l'occupant. Parce que l'occupation, c'était très strict, on s'ennuyait beaucoup, sauf ceux qui avaient décidé de résister. En gros, le temps était très long. Vous imaginez, nous, on a été confinés pendant 2 mois, on a trouvé ça interminable. Eux, à Paris, on a été, le couvre-feu, le confinement, l'occupation a duré 4 ans. Et je ne parle pas du reste de la France, puisque là, on part jusqu'au printemps 45. Donc, il a fallu rentrer dans ce Paris de l'occupation avec Arletty, avec Coco Chanel, et toute cette vie d'un hôtel particulier qui
qui était au cœur, qui était une sorte de foyer du vichisme avec sa révolution nationale, pour une raison simple, c'est que May, la mère de Marie-Pierre, était une des amies intimes de José Laval. José Laval était la fille de Pierre Laval, qui était président du Conseil, et qui était au cœur du gouvernement, enfin le leader du gouvernement, et beaucoup de choses se décidaient dans cet hôtel où gravitait absolument toute l'avant-garde littéraire de la NRF, qui était alors conduite par Pierre Drieux-La Rochelle, mais aussi il y avait Paul Valéry, étrangement, qui est mort je crois au milieu de la guerre, qui n'a pas vu la libération, lui, et toutes sortes d'actrices, des femmes du monde, Arletty, Corinne Lucher, en fait, un groupe de personnes, Jean Jardin, le docteur Ménétrel, un groupe de personnes qui avaient une influence très importante, et ça je pense que c'est vraiment quelque chose que je voulais vraiment mettre en évidence dans ce livre, un groupe de personnes qui jouaient un rôle décisif, tout simplement parce que une fois que Pétain a eu les pleins pouvoirs en juillet 1944, il n'y avait plus de parlementarisme, et donc au fond beaucoup de débats se tenaient dans les salons, dans les maisons privées, et une partie de la décision gouvernementale se faisait comme ça, se tissait au gré des conversations. Et ce qui est un petit peu accablant, c'est de penser que les parents de Marie-Pierre auraient pu être alertés sur les dangers, refusés, s'opposer, critiquer, mais non, ils étaient gagnés aux idées du nazisme, en gros. Oui, et vous écrivez très bien que vous dites l'occupation pour Pierre et May était une fête permanente. Il y a cette espèce d'insouciance, et alors à la fois il y a ce personnage central de May, votre grand-mère, dont vous donnez un portrait presque aussi sombre, presque aussi dur qu'elle l'était elle-même. C'est un personnage assez terrible. C'est un personnage qui est remarquable parce que elle était une fille naturelle de Bonnie de Castellane, donc elle avait je pense une difficulté à l'assumer dans une société qui était très à cheval sur les filiations, où évidemment on ne pouvait rien dire, tout était tu. Donc je pense que ça expliquait beaucoup de sa espèce c'est pas une infirmité, mais une difficulté à parler et à communiquer. Et elle était très impressionnante, elle ressemblait comme une goutte d'eau à Bonnie de Castellane, et en même temps, elle ne pouvait pas communiquer avec lui. Elle avait, son père était elle avait été reconnue par Eugène Schneider, qui était maître des forges. Elle tirait une très grande partie de sa fortune du Creusot et des usines Schneider. Donc, c'est une femme qui était très ambitieuse, mais qui a été... qui voulait que ses enfants sa progéniture soit à la hauteur d'une lignée qui remontait à Du Guesclin. Donc c'était une obsession dans sa tête. Et donc Marie-Pierre, sa fille aînée, se devait d'épouser le meilleur parti possible. Elle était elle-même un très bon parti, puisqu'elle était à la fois titrée et fortunée. Et oui, et je lis cet extrait que j'aime beaucoup, mais terrifiée par son laconisme meurtrier, elle avait l'argent, Pierre un nom illustre, sa circonspection à l'endroit de toute personne et de toute pensée, son pessimisme invariable qui n'avait d'égal qu'une ambition sans nuance, en faisait une parfaite candidate aux idées extrêmes. Seuls ses amours multiples prenaient le contre-pied de ses opinions simplistes. Outre Paul, May entretenait une kyrielle d'amants, écrivains, hommes du monde et personnalités politiques. Oui, elle et Pierre, c'est un couple, mais probablement parce qu'ils avaient, à cette époque, on se mariait à 20 ans, 21 ans, on était mariés plutôt par des tiers, par ses propres parents. Ils avaient des vies très libres, des vies parallèles. Donc May avait une vie amoureuse très, très agitée,
et Pierre de son côté également. Voilà, mais il y a chez lui, en particulier dans sa relation avec Marie-Pierre, quelque chose de plus attachant, d'un peu plus doux, d'un peu plus tendre. Il y a une très belle scène où elle rentre assez tard le soir et il danse à la fin d'un bal. C'est une assez belle scène pour montrer la différence de leurs deux personnalités. Elle le tutoyait d'ailleurs, lui, alors qu'elle vous voyait sa mère. Et très vite, il faut aussi comprendre que mais à cette époque, on avait des enfants très jeunes, donc elle a eu Marie-Pierre à 21 ans. Donc 16 ans plus tard, elle a une jeune femme en face d'elle, une jeune fille qui est très 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 jolie, très attirante. Et dans cet hôtel particulier où gravitent toutes sortes de personnalités que j'ai citées, mais aussi des séducteurs, des amants, des anciens partenaires, disons, de May. Cette jeune femme est une rivale en puissance. Je pense qu'il y a une rivalité qui explique beaucoup d'ailleurs d'espèces de fracture de l'évolution de Marie-Pierre par rapport à sa propre mère. Donc en fait je développe cette vie dans un hôtel particulier sous l'occupation. Tout ça avec l'ombre portée d'Otto Abetz, qui règne en maître, on a appelé ça le royaume d'Otto, puisque tout passe par la censure d'Abetz. Et de l'autre côté, l'autre protagoniste de ce roman s'appelle donc Simon. Lui, il vient d'un monde complètement différent. Voilà, alors j'allais y venir. Pendant que se passent toutes ces fêtes dans l'hôtel particulier du cours Albert Ier, on suit, et j'aime bien la construction de votre roman avec des chapitres qui se font comme un one-to-one. On suit pendant ce temps-là la trajectoire de Simon Nora, qui va s'appeler bientôt Kim quand il va entrer dans la Résistance. Et donc lui, d'où vient-il? Qui est Simon Nora? Alors Simon Nora est le fils d'un grand chirurgien urologue qui s'appelle le docteur Gaston Nora. Le docteur Gaston Nora, c'est un homme de devoir. Il a été dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Pierre Nora en a longuement parlé dans son livre Jeunesse l'année dernière. Dont le deuxième, exactement. Et donc, Simon Nora est un jeune homme qui est promis à des grandes fonctions. Son père est très ambitieux pour lui, il est très intelligent, très beau, très intelligent, très brillant. Mais ils ont des rapports assez difficiles parce que Simon est nourri de marxisme. Il a passé une partie de son adolescence dans le Vercors, dans un étrange établissement où il y avait des réfugiés trotskistes et qui lui enseignaient le marxisme. Et donc, quand il revient à Paris, il est un jeune homme qui veut aider ses camarades communistes qui sont déjà pourchassés, puisque depuis, très rapidement, après le Front populaire, il y a à la fois un antisémitisme grandissant à partir du milieu des années 30, mais il y a aussi la lutte contre le bolchevisme. Il faut se remettre dans l'ambiance de l'époque. Et donc, le docteur Gaston Nora est furieux parce que son fils envoie des vivres à ses jeunes camarades communistes qui sont arrêtés, souvent mis en prison, et puis il lui dit il ne faut pas se faire remarquer, et puis un beau jour tombe le statut des Juifs, le premier statut des Juifs qui date d'octobre 40. Et là, il va se passer quelque chose d'assez étonnant. Gaston Nora, donc, qui est chirurgien, dit à son fils qui a donc 19 ans je te charge de prendre soin de ta mère, de tes frères et sœurs, et je vais vous emmener en Espagne, et on va essayer de fuir en Espagne, et moi je rentrerai à Paris pour m'occuper de mes malades, parce qu'il pouvait encore officier à l'hôpital Rothschild, qui était le seul hôpital où des médecins juifs avaient le droit de pratiquer. Et puis ils n'arrivent pas à passer la frontière en Espagne, et le plan B, c'est Grenoble. Donc il se retrouve à Grenoble, et là, Simon Nora, que certains ici ont connu, fait des études à la faculté de droit, et puis peu à peu il
il se lie avec les étudiants qui résistent, voilà, il y a des affichettes, ils arrivent à faire exploser la vitrine de la milice. Enfin, ça ne s'appelait pas la milice à l'époque, mais enfin, c'était exactement la même chose. Ils se font remarquer, et puis, surtout, ils se lient, les jeunesses communistes les aident à faire des actions de résistance. Bref, ils rentrent dans la filière de résistance, et puis ils tombent, à un moment, sur une drôle d'école, que vous connaissez sûrement, puisqu'elle a fait une grande polémique il y a à peu près 20 ans, qui est l'école du Riage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'école du Riage avait été l'objet d'une polémique il y a 25 ans, parce que c'est une école qui avait été créée par Vichy, un capitaine qui s'appelle le capitaine Pierre Dunoyer de Ségonzague, qui était tout à fait maurassien, tout à fait maréjaliste, et qui avait créé cette école qui avait pour vocation de recréer des hommes, puisqu'à l'époque on parlait jamais des femmes, enfin des hommes y compris des femmes, enfin en tout cas des personnalités capables de rétablir le pays à la libération. Et puis cette école qui est complètement insolite, parce que, alors je l'ai visitée, hein, j'ai été dans le Vercors, moi je ne connaissais rien au Vercors avant d'avoir écrit ce livre, et j'ai visité une sorte de fort qui est juste au-dessus des thermes du Riage, et qui est un très joli bâtiment, qui aujourd'hui est une copropriété, si quelqu'un s'y intéresse, mais qui à l'époque est complètement délabré. C'est une sorte de château un peu lugubre, où il fait très froid, et cette école est montée avec des gens mais complètement différents. Il y a par exemple Paul Claudel, il y a Emmanuel Mounier, il y a Edmond Michelet, il y a des hommes de théâtre. Donc ils organisent des pièces de théâtre, ils échangent des idées sur comment faire sortir les Allemands de France et comment reconstruire la France d'après la libération. Autant de gens qui n'auraient pas été reçus pour Albert Ier. Les noms que vous avez oui, cités. Hubert Beuve-Méry aussi. Oui. Enfin, c'est le terreau de beaucoup d'idées qui vont alimenter le Conseil national de la résistance après la guerre. Et c'est très 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 ambigu. Enfin, c'est une école très 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 curieuse parce que Dunoyer de Ségonzague continue à aller à Vichy, reste très proche de Pétain, il connaît le docteur Ménétrel. Et puis en même temps, il fait faire des faux papiers. Enfin bref, c'est un drôle d'endroit. Mais ce qui est certain, c'est qu'en décembre 1942, il y a un mandat d'arrêt qui est lancé par lui et Vichy décide de l'emprisonner. Et il s'enfuit. Voilà, donc c'est remplacé par une école de la milice. Et Simon Nora, à partir de là, va connaître en fait la vraie vie des maquis. Il fait un petit détour par le château du Murinet, mais en gros, à partir de là, le STO intervient en début 1943. Et donc, tous les jeunes hommes, c'était la grande erreur des nazis, c'était d'avoir obligé les hommes de 20, 21, 22 ans à aller travailler en Allemagne, et ça a provoqué la fuite de tous ces jeunes hommes vers les maquis, vers des caches. Donc le Vercors, qui a des maquis qui sont complètement improvisés au début, se structure. Alors je raconte ça évidemment on a l'impression que c'est très historique, et ça reste quand même un roman, c'est un roman d'apprentissage d'un jeune homme qui est parisien, qui n'a jamais fait de montagne de sa vie, ou très peu, et qui se retrouve à porter des sacs et des armes. Pardon. Alors, après les avoir donc suivis l'un et l'autre de page en page, la rencontre arrive assez tard dans le livre, parce que je crois que c'est à la page 252, où les destinées de Marie-Pierre de Cossé-Brissac et Simon Nora vont se croiser, et vous racontez ça très très bien. Et là, c'est la catastrophe, parce que les parents de Marie-Pierre ne veulent pas entendre parler de cette relation, de ce mariage, et d'abord pour une raison que Simon Nora n'a pas le prestige et la fortune qu'ils attendaient, et surtout la raison principale est qu'il est juif. Voilà, non, je pense qu'il aurait pu avoir tout l'argent nécessaire,
ça n'aurait pas marché à leurs yeux. Et c'est là où c'était passionnant pour moi, parce que j'ai découvert, c'est un peu curieux d'écrire un livre, c'est un peu une aventure, parce qu'on sait un petit peu vers quoi on s'avance, mais en gros, on n'a pas tous les documents, on découvre des choses petit à petit. Et donc, je suis tombée sur le journal de Paul Morand, le journal de guerre, sur l'année 1944-47. Et ce journal, qui n'a pas été publié, qui est à la BNF, et dont les droits appartiennent à Gallimard, j'ai eu accès au passage qui concerne Marie-Pierre et Simon. Et c'est absolument stupéfiant, parce que Morand est un graphomane, passe son temps à écrire à sa maîtresse, avec qui il conserve des liens très étroits, et surtout c'est son mentor, même s'il est ambassadeur c'est pas à Vevey, enfin bref, il est en Suisse, et il raconte et lui explique que c'est absolument impossible que Marie-Pierre épouse ce juifon révolutionnaire. C'est le plus beau parti de France, et donc tous les moyens sont bons pour faire échouer cet amour. Et vraiment, il y a des pages... la première fois que j'ai lu les extraits bruts de ce journal, vraiment, je vous assure, ça a été une des lectures les plus glaçantes que j'ai faites de ma vie. Dieu sait qu'il y a des choses terribles qu'on lit sur la Shoah, les camps de concentration, et c'est évident que quand ça concerne ses propres parents, enfin en tout cas ma mère, c'était stupéfiant. Je suis tombée de ma chaise, littéralement, parce que tout ce que dit Paul Morand dans ce roman est totalement documenté. C'est à 99% ce qu'il a écrit, et témoigne d'un antisémitisme qui est... C'est toujours délirant, l'antisémitisme, mais là on est en 1946. 1946, 47, enfin essentiellement 46. Donc ils ont connaissance des camps, ils savent très bien ce qui s'est passé, et c'est les Juifs ont gagné la guerre, ils ont laissé 6 millions de morts dans la bagarre, mais ils ont quand même gagné. Le sang juif ne peut pas se mêler en gros au sang d'une grande famille aristocratique. Enfin, c'est dingue, c'est absolument dingue. Et donc j'ai voulu raconter ça, donc j'en ai fait je n'ai pas pu citer le journal in extenso, mais j'en ai fait des scènes, des dialogues. Parce qu'en fait, il est tout le temps en train de raconter dans son journal, j'ai eu May au téléphone, je lui ai conseillé ceci. Et donc, ils vont voir des voyantes ensemble. Enfin, c'est absolument fascinant comme relation, mais ça aboutit à une sorte de complot. En fait, ils montent un complot pour empêcher cet amour. Donc on ne dira pas forcément la nature du complot, mais parce qu'il faut quand même que vous ayez un petit intérêt à lire cet ouvrage, ce roman. Ni comment s'achève en toute dernière scène de livre. J'avais une question, c'est que Pierre et May ont vécu fort âgés, puisqu'ils sont morts tous les deux il y a plus de 90 ans. Vous les avez côtoyés. Très bien. Est-ce que dans les années qui ont suivi, beaucoup plus tard, ce sont une époque, des événements dont ils parlaient, ou c'était comme si toujours de rien n'était? Quelle question formidable, parce que c'est vrai, on se dit, mais comment est-ce que je n'étais pas au courant ou informée des éléments, disons, précis de cette histoire? Non, tout a été mis sous le tapis. Et puis, même si ma mère racontait dans ses mémoires, Marie-Pierre a publié des mémoires il y a à peu près une quinzaine d'années, qui s'appellent des Mémoires d'automne, où elle raconte de manière relativement succincte, mais quand même, elle raconte, elle soulève le coin du voile, mais elle ne rentre pas dans les détails, et elle parle plutôt de collaboration mondaine. Elle ne raconte pas, en fait, et elle ne savait pas tout d'ailleurs. Mais ce qui est fascinant, c'est que, d'ailleurs je ne suis pas la seule dans cette salle à avoir très bien connu May et Pierre, on ne savait rien, on ne parlait jamais de cette période. Et d'ailleurs on n'aurait jamais eu l'idée d'en parler. D'abord parce qu'il y avait une telle, pas mise en scène, mais il y avait un tel formalisme. Alors c'était peut-être générationnel, on était dans des... C'est difficile, j'essaie d'expliquer à mes enfants que moi, je ne rentrais jamais dans la chambre de ma grand-mère.
On était invités à rentrer dans sa chambre, sa femme de chambre ouvrait la porte, on allait ensuite dans son boudoir en tremblant de peur, et puis ensuite, voilà, c'était une sorte de... c'est comme si on allait voir le pape. Et donc, évidemment, les déjeuners le dimanche, personne n'aurait eu l'idée de dire « By the way, comment ça s'est passé pendant la guerre pour vous ?» Non, c'était pas vraiment ce genre-là. Et donc, personne ne posait de questions. Et nous voilà en 2022, et 80 ans après la rafle du Veldiv, à finalement évoquer en toute transparence, en essayant de comprendre modestement, parce que ce n'est qu'une modeste contribution à une question énorme, qui est de comment est-ce que la République française a pu devenir l'État français et envoyer des dizaines de milliers de personnes, enfants compris, à la mort, parce que je parle du Paris sous l'occupation très joyeux avec les défilés de mode et les champs de course, mais je ne parle pas de Drancy, je ne parle pas de l'hôpital Rothschild, enfin, j'en parle dans le livre. Donc c'est ça ce qui est difficile à comprendre, et c'est ce que je pense que c'était la raison pour laquelle j'ai vraiment voulu raconter cette histoire, et évidemment j'ai voulu le faire du vivant de Marie-Pierre, qui est heureuse de ce livre, qui l'a lu plusieurs fois, et qui en est ravie. Alors le livre s'appelle donc Une brève libération. C'est ma dernière question. En quoi cette libération est-elle brève ? C'est drôle, il y a plusieurs personnes qui m'ont... Mais en fait, parce que la libération, en 1944, on est le 25 août, les blindés américains et français sont dans Paris, il y a une espèce d'euphorie générale, on pense que la France va complètement changer, que voilà, ça a fait bouger complètement les lignes, les grands collabos soit se suicident, soit sont exécutés, soit ils sont en fuite. Et donc ça fait naître beaucoup d'espoir. Et en fait, cet espoir, il est éphémère, il est fugitif, parce que très rapidement, d'abord la guerre froide va s'installer, et puis ensuite, parce que la société française en tant que telle, qui reste quand même très rurale, très catholique, où il y a quand même un antisémitisme qui est très présent, ça revient, et en témoigne cette histoire, puisque là on est bien en 46-47. Donc la libération est quand même de courte durée, et ça s'applique autant à la grande histoire qu'à l'histoire de deux personnes qui sont libérées, mais qui se retrouvent très rapidement face à des barrières sociales et confessionnelles. Voilà, mais parce que la libération de Marie-Pierre par rapport à son milieu, par rapport à tout ce qu'on a évoqué, elle va durer toute sa vie, elle va rester une femme libre toute sa vie. Oui, ça oui, je peux vous le garantir. En cela, elle n'est pas brève. Oui, tout à fait. Mais il a fallu qu'elle se batte vraiment de manière prodigieuse, et vraiment je lui rends hommage, ainsi qu'à Simon Nora, parce que ce sont deux personnalités exceptionnelles que le vent de l'histoire a poussé l'un vers l'autre, mais qui ont fait preuve d'un courage absolument incroyable, parce qu'ensuite, sans dévoiler le dénouement du roman, Marie-Pierre est bannie de son milieu, mais bannie, c'est-à-dire que plus personne ne lui parlera. Elle n'aura évidemment plus jamais un sou, mais surtout c'est ce qu'on voit dans certains pays, elle est complètement ostracisée, exclue, à 21 ans, c'est dur. Hein. Voilà. Merci, Félicité Herzog. Nous allons pouvoir aller vers l'entrée du magasin, où nous allons pouvoir boire un verre. Et merci à tous d'être ici à la Procure. Merci à vous.